Bonjour à tous et bienvenue dans Bel et Bien. Bon, vous l'aurez remarqué, je suis toute seule. Ali m'a abandonnée. Bon, il se repose, donc on l'embrasse très très fort. Il va revenir la semaine prochaine, bien entendu. Il faut que je vous avoue quelque chose, j'ai fait un rêve, comme Martin Luther King. Sauf que dans le mien, c'était juste de dormir 8 heures d'affilée et de péter le feu au réveil. Alors, je ne suis pas la seule à faire ce rêve parce que notre dette de fatigue s'accumule. Une personne sur deux souffre d'un trouble du sommeil. 73% des gens se réveillent au moins une fois par nuit et 20% de la population est victime d'insomnie chronique. C'est énorme. Résultat, on est tous crevés à l'image de cet enfant. Hey buddy, you tired? Yeah. Yeah. Can't keep your eyes open? Yeah. It's okay, buddy. Yeah. If you want to go to sleep, you go ahead, go to sleep. Je vous préviens, ça peut m'arriver à tout moment dans cette émission. On rigole, mais le sommeil, c'est le nerf de la guerre pour notre santé. On va donc vous réapprendre à dormir au naturel. Et on commence avec notre cure, avec le sommaire. Et si la technologie pouvait nous aider à mieux dormir, bagues, masques, oreillers connectés, la Sleep Tech nous promet de transformer nos nuits agitées en moments enchantés. Alors, gadget ou révolution, les réponses du docteur en sciences du sommeil, Maxime Chauvineau. Vous vous réveillez épuisé après une nuit de 8 heures. Vous faites peut-être partie des 7 millions de Français qui souffrent d'apnée du sommeil. Bonne nouvelle, la pose d'un implant sous-cutané pourrait bientôt changer votre vie. C'est simple, c'est discret et ça arrive en France. On vous dit tout de cette révolution. Et puis, enfin, on parle de privation de sommeil avec la skippeuse du Vendée Globe, Clarisse Kremer, qui revient sur ses 3 mois de course en pleine mer à dormir par tranche de 45 minutes. Et parmi les symptômes de sa fatigue extrême, des hallucinations auditives. Moi, ça m'est arrivé d'imaginer qu'il y avait quelqu'un dans l'eau qui m'appelait au secours, mais j'en étais absolument persuadée. C'était sur une de mes toutes premières courses en solitaire. Et on a beau savoir qu'on manque de sommeil, on a vraiment cette sensation, on est persuadé. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que c'était pas du tout quelqu'un qui m'appelait au secours, mais c'était juste un petit bruit d'un câble dans mon bateau. C'est dangereux dans la mesure où ça veut dire qu'on n'est pas lucide. Réveillés en douceur en ce samedi matin, l'équipe de Bel et Bien, nos chroniqueurs Elsa Wolinski, Marie-Trace et Stéphanie et Stan Gusman qui sont là. Et puis bien sûr, il y a notre experte, la neuropsychologue et directrice de recherche au CNRS, Sylvie Chocron. Bonjour à tous les quatre. Bonjour Agathe. Heureusement que vous êtes là, hein, parce que je me sens seule sur mon petit Ali. Non, on est avec vous. Ouais. Oh. Alerte. Nos nuits sont en danger. Et sans le formidable travail des maquilleuses, ce sont des valises qu'on aurait sous les yeux. Jugez plutôt. À la question, voilà. Oui, ça c'est quand on est arrivé ce matin, avant le maquillage. Vraie photo. Alors à la question, vous êtes fatigué? La réponse est oui. Et Stan Gusman tire la sonnette d'alarme. Rendez-vous compte, Agathe, on est la seule espèce sur Terre à se priver volontairement de sommeil. Les seuls. Regardez ces images. Tout le monde animal respecte ses propres besoins. D'ailleurs, vous ne verrez jamais un chien mettre un réveil à 5 du mat pour aller au boulot. Bah non. oui. Chez nos amis les bêtes, quand on est fatigué, on dort. On dort ou on bâille. D'ailleurs, petite info insolite sur le sujet, c'est le moment ou jamais d'en parler. Vous savez, le fameux lion de la Goldwyn Mayer que vous connaissez tous, regardez. Eh bien lui, au départ, on le fait rugir parce que ça en impose. Mais en réalité, sur ces images, il rugit pas, non. Il bâille, regardez. Alors c'est beaucoup moins sexy, mais c'est la vérité. Ah. Et je peux vous dire que 2 secondes après cette scène, il est à l'espioter. Car quand on est fatigué, on s'écoute et on dort. Du moins en principe, car dans les faits, nous, les humains, on s'épuise. Tenez-vous bien, en 5 ans, on a perdu 41 minutes de sommeil par nuit. Mais alors, à qui la faute? Eh bien, j'ai mené ma petite enquête. Et les coupables sont nombreux. J'accuse d'abord le smartphone, cette veilleuse diabolique qui nous harcèle de notifications jusque dans nos lits. Chaque soir, on scrolle en se disant « Allez, une dernière vidéo !» Et on termine à 2 h du mat, les yeux exorbités à regarder un type fabriquer une cabane en argile. C'est fait. Coupable numéro 2, le culte de la performance. Dormir 4 heures par nuit, c'est désormais une qualité à renseigner sur son CV. Entre les acharnés qui se lèvent à 5 du mat pour prendre une longueur d'avance et les staccanovistes du télétravail qui rapportent leur dossier sous la couette,
le boulot est devenu une religion et la première chose qu'on sacrifie sur l'autel de la productivité, c'est quoi? Nos heures de repos. Coupable numéro 3. Le stress qui débarque dans notre chambre à l'heure du coucher avec cette redoutable berceuse. Ah mince, j'ai oublié de répondre au banquier. Et là, on ne coûte plus les moutons, mais les ruminations. Enfin, coupable numéro 4, la lumière. Avant, la nuit, c'était noir. Aujourd'hui, entre la LED, du chargeur, de la box internet et de l'imprimante, notre chambre à coucher, c'est Times Square un 31 décembre. Et forcément, c'est l'insomnie. Morale de l'histoire, on a beau être l'espèce la plus intelligente sur Terre, on est la seule assez stupide pour ne pas respecter nos propres besoins de sommeil. Alors pourquoi ne pas s'inspirer des animaux qui, eux, ont tout compris, à une petite leçon d'humilité encore pour se faire du bien avec eux. Ah ouais, je les envie. Oh, j'aimerais tellement être comme ça. Oh là là, il est pas mort, hein, il est vivant, regardez. Oh là là, regardez, il est fatigué, qu'est-ce qu'il fait? On sent que vous aimez pas les chats parce qu'il n'y a pas de chat. Ouais, non, c'est vrai. Il n'y a que des chiens, c'est dingue. Non, je vous assure. Les pendus, hein. Ils sont pas empaillés, vraiment. Ils dorment. Vous, c'est les cabanes en argile, moi, c'est les vidéos de cuisine. Et de Les mandala. Et de mandala aussi, c'est vrai. Non, pas de mandala, d'aquarelle. Ah oui, c'est vrai. Mais oui. Alors, il faut en finir avec cette idée reçue qui voudrait que dormir, c'est une perte de temps. Parce que parfois, il y a un fond de ça quand même. C'est tout le contraire. La nuit, c'est le moment où le cerveau travaille le plus. La preuve par 3. Quand on dort, notre cerveau trie, nettoie et consolide les acquis du jour. Ça nous rend plus intelligents et plus vifs. D'ailleurs, selon une étude australienne, dormir seulement 6 heures par nuit, ça altère nos performances cognitives autant que 4 verres de vin. Non, quand même pas. Quand même pas. 2, la nuit, on recharge aussi les batteries des circuits du plaisir. Si on ne dort pas assez, la sérotonine chute. Le cortisol, c'est l'hormone du stress, grimpe. Conséquence, troubles de l'humeur et dépression qui vous menacent. 3, attention, alors là, c'est argument choc. Quand on est fatigué, on prend du poids parce que notre cerveau se met en mode survie. Les hormones de la faim se dérèglent pour stocker un maximum de graisse. Donc on se jette sur la nourriture doudou et on s'empâte. Mais le plus grave dans tout ça, c'est que le manque de sommeil abîme aussi nos défenses immunitaires, Sylvie. Mais oui, vous avez raison sur toute la liste que vous avez faite. Et alors, on le sait bien pour le cerveau, pour l'attention, pour la mémoire, pour la faim, mais on le sait moins pour le système immunitaire. Et il se trouve que la nuit, notre sommeil nous permet vraiment de régénérer notre système immunitaire et nos cellules qui nous permettent de nous défendre. Et il y a des chercheurs qui ont essayé de suivre les lymphocytes T, qui sont ces cellules tueuses qui vont s'attaquer tous les agents qui pourraient venir nous menacer. Et ils se sont rendus compte que la nuit, ces cellules vont dans les ganglions et que le jour, on les retrouve dans le sang et que très probablement la nuit, du coup, elles se régénèrent, elles se réparent, elles reprennent des forces pour aller au front dans la journée. Et donc, c'est pas du tout une vue de l'esprit. Le sommeil permet de garder actif notre système immunitaire. La meilleure preuve, c'est que quand on manque de sommeil, du coup, on va être beaucoup plus sensible à tout ce qui pourrait nous arriver, des rhumes, des virus, des infections. Et le problème, c'est que si ça se chronicise, si on a un manque de sommeil au long cours, chronique, ça va nous mettre à risque pour des maladies beaucoup plus graves, des maladies cardiovasculaires, des maladies éventuellement neurodégénératives, voire même, certains disent, certains cancers. Alors, ceci étant dit, il y a beaucoup de gens qui rêvent de dormir mais qui n'y arrivent pas. Donc, l'idée n'est pas de vous culpabiliser, mais de trouver des solutions et on va vous en donner tout au long de cette émission. Mais cela dit, le constat est sans appel. Passer les heures bénies de l'enfance, qui reste le seul moment de la vie où nos besoins de sommeil sont respectés, rien ne va plus. C'est-à-dire que ce matin, on a décidé de vous réconcilier avec nos nuits agitées parce que le sommeil, c'est le nerf de la guerre. Hélas, les Français que Sarah Kadour a rencontrés en manquent cruellement. Une chanson douce que me chantait ma maman. Sarah, mon chou. C'est la voix Sarah, de on vous dérange peut-être? Oh, c'est la belle voix d'Agathe. Sarah, Agathe, Oui, mon belle. vous se réveillez parce que là, c'est l'heure de travailler quand même. Oh là là, on s'en fout de ton mari, Agathe. Oula, T'es gaulée, Sarah. mon Dieu. j'ai fait un rêve érotique, je suis mal avec mon mari en plus. Oh, je t'aime, Agathe. Je Ah, pensez avec moi. t'aime. Oh, Dieu.
Ah, c'est un cauchemar ou quoi? Mon Dieu! Ah non, je préfère retourner dans mes rêves, là. Oh non, non. Ah, il me dégoûte. Bon, on va laisser Sarah finir son rêve. Oh, Agathe, toi, ma belle. Oui, mon petit chou. J'ai très peur. On va surfer ensemble. Voilà, bah oui, on va Donne-moi surfer ta ensemble. planche de surf, Agathe. Voilà, attention, parce qu'il y a 1,50 m de vague, Tiens, Sarah. Agathe, On va laisser Oh, Sarah t'es finir son douce. rêve, le temps de regarder son micro-trottoir. Agathe, viens, je t'aime, je t'aime. Je peux juste me mettre là. Merci. Appuie-toi si tu veux. Merci. Ah, comme ça. Toi. C'est pas moi. Ah. Le micro-sieste, ça me... C'est bon les réglages là? Merci. Hein. C'était quand votre dernière mauvaise nuit, vous? C'était il y a 3 semaines, à cause d'un collègue qui m'a irritée, voilà. Cette nuit. Parce qu'on n'était pas d'accord sur un sujet avec mon amoureux et du coup, moi, quand je suis un peu en colère, j'ai du mal, j'arrive pas à m'endormir. Donc, je me suis endormie très tard. À votre avis, pourquoi notre sommeil, il est de plus en plus mauvais? Je pense que c'est le stress. Les gens n'arrivent pas à décompresser de leur travail. Nuisance sonore déjà. Et peut-être l'alimentation aussi qui est pas assez bonne, qui est sucrée, trop. Vous êtes plutôt du genre petit ou gros dormeur? Oh, petit dormeur, je pense. Ah, il faut bien 6 heures. En prenant de l'âge, on n'est pas plus fatigué en dormant moins. Moyenne dormeuse, 7h30, 8h. Moi, je suis une grosse dormeuse, je pense. J'irai 8h30, 9h par nuit pour être en forme. C'est quoi les conséquences d'une mauvaise nuit de sommeil sur vous? L'irritabilité, la non-concentration. J'arrive à rien faire le lendemain. J'arrive pas à faire du sport, j'arrive pas à me motiver pour faire des activités. Je suis très molle. Quel est votre rituel avant de dormir? Je bois une tisane et je lis un livre comme une petite vieille. J'allume la télé. Ce qui fait que je reste un peu tard. Ah, je fais de la relaxation. On va mettre une petite musique de relaxation. C'est parti. Détendez-vous, Patrick. Très sympa cette musique. Patrick. Est-ce que vous avez des techniques pour tricher et paraître moins fatigué? Alors je ne me rends jamais compte que j'ai une tête pas top, donc j'ai pas d'astuce. Qu'est-ce que vous en pensez? Attends, soulève les lunettes doucement. On va juste tapoter là, et puis... Et voilà. Et du coup j'ai des cernes en fait. C'est pas que les cernes, c'est vraiment un ensemble. Oh mon Ouais, Dieu. pardon, non mais pour ça, je... Je rigole. Quelle est la chose la plus étrange qui vous est arrivée de faire en pleine nuit? Petit, je me suis levée, j'ai essayé de sauter par la fenêtre. On m'a raconté ça quand j'étais petite, ouais. C'est pas forcément étrange, mais parler. Déjà, je parle beaucoup, mais je parle encore plus quand je dors. Je vais pas vous le dire. Et c'est vrai qu'elle a tendance à beaucoup parler. Et moi, les gens qui jactent, ça me donne envie de dormir. Pour vous, c'est quoi le sommeil, la fatigue? Allez-y, vous pouvez développer, je vous donne le micro. Pour moi, c'est vital, le sommeil. 8 heures de sommeil. Ok, 8 heures de sommeil minimum. Et voilà, c'est vital de dormir. Et c'est important pour avancer quotidiennement dans la vie. Ça me déstabilise un peu en fait. Ça me déstabilise et ça me donne envie de dormir. Enfin, de bailler surtout. Ouais. Ouais. Et donc, du coup... Ok. Ça avait l'air intéressant en tout cas. Ok, d'accord. Je rigolais, Noé. Ça vous a donné envie de bailler, j'ai vu. Oui. Hein? C'est vrai. Je rigolais. Mais oui, vous dormiez surtout. Là, ça y est, vous êtes réveillés. Ouais, mais je sais pas, j'ai rêvé de quoi? Oh, rien de Stan sur une planche de surf. Voilà. Bon, en tout cas, je suis de retour parmi vous. Ça a fait du bien, cette petite sieste. On l'a vu, en fait, le bâillement, c'est contagieux. J'aimerais justement qu'on s'attarde sur ce mystère. On dit que les gens qui bâillent s'ennuient, généralement, mais pas du tout. Agathe, c'est un réflexe archaïque qui permet d'oxygéner son cerveau pour rester debout. Je pensais que c'était une question d'empathie. Oui, Bah, moi aussi. Oui, alors justement, si vous bâillez quand quelqu'un bâille, c'est que votre cerveau est connecté à cette personne. Voilà. À l'inverse, si vous ne bâillez pas, c'est que soit la personne ne vous intéresse pas, soit que vous êtes un sociopathe. Alors, je vais bâiller à gorge déployée. On va faire le petit test. On va voir qui te suit.
ça. Tout le monde baille à part vous, Agathe, vous êtes une sociopathe. Voilà, Respect par vous. démasquée. Dans l'empathie. Merci beaucoup, Sarah. Merci. Allez faire une petite sieste, Je mon retourne chou. dans mon lit et dans mes rêves, Agathe. Voilà, vous m'avez l'air un petit peu fatiguée. À tout à l'heure. Alors, on l'a dit, nos nuits sont en danger, mais on va vous aider à retrouver le sommeil. Pour nous sauver, notre super expert est là, le docteur et neurologue Alexandra Randa. Bonjour, docteur. Bonjour Agathe. Alors, vous êtes l'un des meilleurs spécialistes du sommeil. Donc, vous allez nous livrer votre routine pour s'endormir au naturel. C'est-à-dire qu'avec vous, il n'y a pas de somnifères. Il y a de bonnes habitudes seulement à intégrer au quotidien pour dire adieu aux insomnies. La première règle que vous donnez, c'est que le sommeil, ça se prépare la journée. C'est-à-dire qu'il faut bichonner ces synchronisateurs externes. Alors, il faut que vous nous expliquiez ça. C'est quoi des synchronisateurs externes ? Alors déjà, c'est important de comprendre que pour bien dormir, on a une journée et l'un ne va pas sans l'autre. Donc pour bien dormir, essayez d'avoir une bonne journée et de bien la préparer. Et pour ça, notre cerveau va être dépendant de ce qu'on appelle les synchroniseurs externes. On a la lumière du jour, on a l'alimentation, les relations sociales, le mouvement et les activités qu'on va avoir dans la Parce journée. que l'alimentation donne des indices à notre corps? Oui. Oui. Ok. Même Bah moi, quoi, je peux vous pose dire. des On est tous questions, d'accord. Excusez-moi de m'intéresser. C'est-à-dire qu'en fait, il faut prendre ses repas à heure fixe, par exemple. C'est pour- plutôt avoir des horaires stables. Oui. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas du fixe, comme si il est midi, il faut qu'on mange. Il n'y a pas d'impératif, il n'y a pas d'injonction. Mais l'idée, c'est plus le rythme en fait, est respecté, plus notre corps va prendre l'habitude de jour en jour. Et en fait, tous les jours, on va se resynchroniser. Et quand vous prenez l'avion, vous avez remarqué que même si vous n'avez pas faim, on vous sert des repas régulièrement. Et vous vous dites, mais c'est pas possible. Là, j'ai déjà pris 3 déjeuners, 2 dîners. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Si on fait ça, c'est parce qu'effectivement, la digestion de ces repas, elle cale notre horloge interne et elle nous permet justement d'avoir un rythme veille-sommeil qui est de bonne qualité. Elle nous prépare au Donc, décalage pour répondre horaire. à Stan, oui, les repas nous permettent de nous préparer à la nuit. Et docteur Aranda, vous dites qu'il faut sanctuariser la chambre. C'est-à-dire le lit, c'est fait pour se reposer ou faire l'amour. On n'a pas le droit de travailler. C'est compliqué parce que moi, je fais tout au lit. C'est-à-dire que si le cerveau associe le lit au stress, en fait, vous dites que c'est foutu. Ensuite, il faut dormir dans une chambre calme, sombre, fraîche, ça vous l'avez dit. Pour la température, 19 degrés maximum, parce que le corps associe la fraîcheur au jour qui tombe, en fait. C'est ce que vous expliquez à l'instant. Et c'est le signal qu'il attend pour sécréter la mélatonine, l'hormone du sommeil. Et puis bien sûr, pas d'écran sous la couette parce que les lumières bleues de nos tablettes reproduisent à l'identique la lumière du soleil. Et donc ça envoie une mauvaise information au cerveau qui est persuadé qu'il fait encore jour. Donc moi, rien ne va. Moi, je regarde des recettes de cuisine. J'ai une bouillotte, je vous jure que c'est vrai, sur le ventre tous les soirs. Et je bosse, je finis de bosser mes émissions dans le lit. Allez-y, Aïe, aïe. commentez, docteur Aranda. Non, mais première chose, peut-être que tout va bien si vous dormez bien. L'objectif, c'est de bien dormir. Donc, le rituel du coucher, on a tous son rituel de décroissance. L'idée, c'est de le commencer plutôt hors du lit pour s'apaiser. Donc, l'idée, c'est pas faire ces activités, mais peut-être pas les positionner au coucher. C'est ça. Et dans le lit. Et aller au lit quand on a envie de dormir et d'aller s'abandonner dans le sommeil, puisque c'est censé être un plaisir et pas une contrainte. Et moi, je me demandais, en cas de réveil nocturne, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on se lève ou on reste au lit? C'est quoi la bonne solution? Ça dépend de la situation. Première situation, on se réveille, on n'a pas fini sa nuit, c'est finalement un réveil pour une cause simple. Si, à ce moment-là, on peut respirer tranquillement, on reste au calme, dans le noir, dans sa chambre, et on se remet dans sa position directement préférée pour dormir. Là, le corps, s'il n'a pas de facteur de stress autour de lui, il va probablement vous rendormir tout seul. Et c'est lui qui va le décider, c'est pas vous. Par contre, on a le bruit de la porte qui claque, on n'avait pas fermé un truc, c'est l'été, on a tous dormi avec un moustique dans la chambre, on sait à quel point c'est très désagréable. D'accord? Là, on va aller régler la nuisance. Vous savez, on a ce bruit, on dit mais non, mais c'est bon, je vais dormir. Non, en fait, le corps, dès qu'il a un système d'alerte, il va rester concentré là-dessus, il est focus dessus, et ça éveille. Ok, il faut éliminer la gêne dans ce cas-là. Exactement. Vous voyez cet homme? C'est Randy Gardner. Do you know him? Ce bon vieux Randy. No, you don't. Alors, Randy Gardner, oui, c'est bon vieux Randy, c'est le détenteur du record mondial de privation de sommeil. C'était en 1964. Il était étudiant. Il est resté éveillé pendant 11 jours. Je ne sais pas si vous imaginez. Il a quand même dû mettre fin à son expérience parce qu'il voyait flou, il perdait la mémoire, son cerveau confondait rêve et réalité. Ce sont des symptômes qui sont ressentis aussi par le témoin de Marie-Trey Stéphanie. Oui, Agathe, et selon une étude de moi-même... Ah ouais, vous faites beaucoup d'études.
Vous êtes l'université de Stanford, mais... Exactement. Ce sont certainement les mamans autour de cette table qui ont le plus de dettes de sommeil. Cela dit, enfant ou pas enfant, on a tous déjà vécu des nuits blanches et surtout l'état de léthargie le lendemain. C'est très difficile à gérer. Imaginez alors que lors de cette journée qui suit une nuit sans sommeil, on vous demande d'analyser des fichiers météo, de manœuvrer un bateau de 18 mètres, de faire face à une tempête qui va vous faire tanguer pendant 2 heures, tout en prenant des décisions essentielles à votre survie. Eh bien oui, c'est l'exploit qu'a réalisé la skippeuse Clarisse Kremer, que j'ai eu la chance de rencontrer. À son palmarès, elle a bouclé 2 Vendée Globe, se classant 12e puis 11e. Pour rappel, le Vendée Globe, c'est ce tour du monde à la voile en solitaire, sans escale et sans assistance pendant à peu près 3 mois. Et vous allez découvrir que Clarisse a une gestion du sommeil très stratégique et qui l'a aidée à faire cette traversée. Bonjour Clarisse. Bonjour. Merci beaucoup de répondre à mes questions. Quand je vous ai contacté pour cet entretien, vous m'avez dit, ah oui, le sommeil, c'est un vrai sujet entre nous, les skippers. Pourquoi ? C'est un élément essentiel de notre performance, le sommeil. Un Vendée Globe, par exemple, c'est plusieurs mois en mer. Oui. Et on sait très bien que quand on est fatigué, on est moins lucide, on est moins intelligent, on est moins fort physiquement. On peut être aussi un peu plus grincheux. Par définition, on va être en manque de sommeil parce qu'on a trop de choses à faire à bord et les conditions empêchent de bien dormir. Mais la question, c'est de savoir comment on va gérer ce truc-là. Et moi, par exemple, qui ai eu la chance de faire 2 Vendée Globe, le gros delta de performance entre mes 2 Vendée Globe a été pour beaucoup lié au sommeil. Le Vendée Globe, c'est une course à travers le monde qui a duré pour vous 77 jours. Comment on fait concrètement pour dormir ? On fait un peu comme on peut. Nous, on dort par petites tranches. Donc, par exemple, sur mon dernier Vendée Globe, c'était des tranches d'environ 45 minutes, parfois jusqu'à 1h30, mais c'était assez rare. En fait, c'est la météo et le bateau qui décident. J'ai des alarmes, en fait, par exemple, qui vont me dire que le vent a tourné ou qu'il y a un problème quelque part. Donc ça, c'est un premier truc qui fait que c'est pas toujours facile de réussir à s'endormir pour 45 minutes. Par tranche de 45 minutes, mais toutes les combien ? Et si on a de la chance, ça peut être 45 minutes et puis on se lève 5 minutes juste pour vérifier que tout va bien. Donc ça veut dire aller regarder. Nous, on a plein d'afficheurs, de force de vent, de vitesse de bateau, voilà, plein d'informations à aller regarder. On va aller regarder nos voiles aussi, on va vérifier qu'il n'y a pas de choses bizarres. Et puis hop, on se recouche. Alors là, c'est jackpot, parce que c'est-à-dire qu'on va faire 2 fois 45 minutes. Et il y a des nuits où les conditions météo sont très stables. Et donc, on peut enchaîner des siestes comme ça. Ça, c'est ce qu'on appelle des nuits jackpot, parce que physiologiquement, déjà, le corps humain, c'est plus facile de dormir quand il fait nuit. Donc, on est content d'avoir pu engranger du sommeil pendant la nuit. Mais il y a aussi parfois des nuits où on va réussir à faire une sieste de 30 minutes. Et du coup, on est un peu toute la journée en train d'essayer de récupérer du sommeil là où on peut. Il y a des marins qui poussent un peu le mythe en disant « je dors en fermant les yeux entre chaque vague » parce qu'ils sont à la barre de leur bateau. Et en fait, c'est une façon de parler qui correspond à quelque chose qui est un petit peu vrai, c'est qu'on se sent partir et en même temps, on ne dort pas vraiment. À quoi ressemble votre couchette ? Une couchette, c'est ce qu'on appelle une bannette, souvent, dans notre jargon maritime. Donc c'est un lit, c'est un matelas qui a été fait sur mesure pour moi, qui est quand même assez épais. On prend du temps à faire ce lit parce que, justement, on l'a dit, le sommeil, c'est stratégique pour notre sécurité, pour notre performance, pour notre bien-être aussi. C'est pile à la largeur de mes épaules, donc je tiens pile poil mes épaules, pas plus, pas moins. Comment on se couche dans un lit ? C'est-à-dire, il y a une tenue de nuit ou non ? Comme on essaie de garder un lit à peu près sec, on va juste faire descendre notre salopette le long des jambes et on garde les bottes. Et hop, on va s'allonger comme ça. Forcément, dans ces conditions extrêmes, très vite, les premiers symptômes de la fatigue apparaissent et parmi eux, des hallucinations auditives. Moi, ça m'est arrivé d'imaginer qu'il y avait quelqu'un dans l'eau qui m'appelait au secours, mais j'en étais absolument persuadée. C'était sur une de mes toutes premières courses en solitaire. Et on a beau savoir qu'on manque de sommeil, on a vraiment cette sensation, on est persuadé. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que c'était pas du tout quelqu'un qui m'appelait au secours, mais c'était juste un petit bruit d'un câble dans mon bateau. C'est dangereux dans la mesure où ça veut dire qu'on n'est pas lucide. Actuellement, Clarisse est mise en retraite de la voile. Elle a raison. Un heureux événement qui l'attend, la naissance d'un second enfant. Et en tant que maman, j'avais une question qui me brûlait les lèvres.
Et justement, par rapport au sommeil, qu'est-ce qui est le plus dur, de faire un Vendée Globe ou les 3 premiers mois d'un nourrisson? Un Vendée Globe, il y a une ligne d'arrivée et les 3 premiers mois d'un nourrisson, on ne sait pas s'il va faire ses nuits à 3 mois pile ou à 6 mois ou à 1 an. On ne sait pas sur quel lot on est tombé. Et donc, c'est quand même assez différent. Ça m'a beaucoup aidé, la course au large. Moi, les 10 premiers jours après la naissance de notre fille, mon mari n'était pas là. J'étais toute seule parce qu'il était en mer. Donc, ça fait partie des trucs d'une vie de marin. Et là, j'étais en mode course au large. Voilà, j'avais un bébé, j'avais 10 jours à tenir avec ce bébé. C'est un défi sportif. Et voilà, exactement. Et je me disais, il y a des tétés, il y a des machins, je comprends rien du tout à ce qui se passe, mais on fait avec. Nouveau-né ou Vendée Globe, on souhaite plein de bonheur à Clarisse et bon vent à elle. Ah là là, ça fait rêver. J'aime bien les couchers de soleil, mais quand même pas dans ces conditions. Non. Et quand on vous dit surtout que l'accouchement et le postpartum, c'est du sport de haut niveau, même Clarisse Kremer le dit quand même. Donc, le Vendée Globe est une course organisée tous les 4 ans. Le temps aux participants de préparer ce périple. Clarisse a notamment appris l'auto-hypnose pour gérer elle-même la fatigue avec la sophrologie. Elle s'est également entourée d'un médecin du sommeil pour déterminer quelles sont les phases clés de la journée pour se reposer. Et le plus étonnant dans tout ça, c'est que Clarisse me confiait faire partie des grandes dormeuses qui ont besoin de 8 heures de sommeil par nuit. Est-ce que c'est pas un beau message d'espoir pour nous quand on a des insomnies? Ça fait du bien. Docteur Aranda, comment le cerveau s'adapte à ces conditions extrêmes et quels sont les dangers réels pour la santé? Alors, il s'adapte plutôt mal, c'est-à-dire qu'il est en mode survie. Pendant 3 mois quand même. Donc l'idée, c'est qu'on va être dans une résilience, et ceux qui n'y arrivent pas, en fait, on le voit vite dans les courses, ils dématent. Et si on demande aux scientifiques, on travaille là-dessus, si on demande à ces sportifs extrêmes, il n'y en a aucun qui va le recommander. Donc l'idée, c'est pas de dire c'est mal, c'est que c'est une situation d'adaptation exemplaire, et il ne faut pas oublier que c'est des sportifs incroyables. Si on nous met tous sur un bateau, on va ni faire la performance de voile et de navigation, mais on ne va pas tenir non plus la contrainte. Donc il y a une sélection. Sylvie, est-ce qu'on est tous égaux, hommes et femmes, face au réveil nocturne? Alors, on ne l'est pas du tout. Déjà, en termes de nombre, Marie le disait, les femmes se réveillent quand même beaucoup plus la nuit déjà. Maintenant, mais déjà quand les enfants sont petits, pour s'en occuper. Évidemment. Et puis ensuite, il y a cette question de la charge mentale. Parce que se réveiller la nuit, c'est pas vraiment anormal. Enfin, c'est fréquent. On se réveille à la fin d'un cycle. Pourquoi pas? Le problème des femmes, c'est qu'elles ont une telle charge mentale qu'au moment où elles vont se réveiller et elles vont reprendre conscience, elles vont penser à ce qu'il faut faire le lendemain, à ce qu'elles n'ont pas fait. Elles n'ont pas préparé le sac de piscine, elles n'ont pas préparé les repas. On fait la liste. Exactement. Et est-ce qu'elles auront le temps de tout faire le lendemain, etc. En plus, je vais être fatiguée avec tout ce que j'ai à faire. C'est finalement la charge mentale qui empêche les femmes de s'endormir. Et ce qui est drôle, c'est qu'on s'en est rendu compte aussi indirectement parce que les femmes se souviennent mieux de leurs rêves. On pensait toujours que c'était un lien particulier entre les femmes et les rêves. Pas du tout. C'est parce que pour se souvenir d'un rêve, il faut être conscient, il faut être éveillé. Et comme elles se réveillent beaucoup plus de fois dans la nuit, du coup, elles se souviennent de ce dont elles ont rêvé pendant qu'elles ont dormi. Au moins qu'on ait ça. Donc non, hommes et femmes, encore maintenant, ne sont pas du tout égaux par rapport à ça. Vous savez de quoi j'ai rêvé cette nuit? Que j'étais une princesse de Monaco. C'est vrai. Il y avait marqué sur ma valise « Princesse de Monaco, Agathe Le Caron ». Et vous chantiez comme un ouragan? Non, mais non, je pense que j'étais une nouvelle princesse. Une nouvelle princesse. Voilà, c'est tout. Mais vous vous rendez compte, donc j'ai eu un sommeil très léger, c'est ça que vous me dites. Je voudrais qu'on dénonce un autre grand coupable de nos nuits agitées, c'est la pression qu'on se met au moment du coucher. Docteur Aranda, vous dites d'ailleurs, il faut dédramatiser, il faut arrêter de se mettre la pression des fameuses 8 heures de sommeil par jour, parce qu'en fait, c'est le stress qui est l'ennemi public numéro 1 de nos nuits, quoi. C'est exactement ça. En fait, quand on veut dormir, c'est qu'on veut se relaxer. Le stress, ou ce qu'on appelle la non-réponse au stress, parce que finalement, on a tous des environnements stressants. La question, c'est comment on y répond. À chaque fois qu'il y a un facteur de stress, on va sécréter des catécholamines. C'est un facteur qui fait qu'on ouvre les yeux, qu'on est alerte. Justement, on entend ce qui se passe à côté, à droite, à gauche. Et on n'est plus dans une phase de détente où on est en libre cours avec notre cerveau. À ce moment-là, en fait, on va s'éloigner du sommeil. Donc, on ne peut pas s'endormir et rester alerte. Le cerveau, il ne sait pas faire plusieurs choses à la fois qui sont antagonistes. C'est-à-dire que c'est un système de flip-flop. Soit il fait l'un, soit il fait l'autre. Donc, soit on est éveillé, soit on part dans un sommeil léger. On ne peut pas faire les deux. Il y a un truc qui marche pas mal pour lâcher prise, c'est de se dire de toute façon, quand on prend conscience qu'en fait on est en hypervigilance et qu'on lutte, c'est de se dire finalement le sommeil sera plus fort que moi.
Donc voilà, acceptons que là, pour le moment, je dors pas, mais à un moment, je vais pas m'en rendre compte. Et c'est vrai, le sommeil est souvent plus fort. Même, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Les insomniaques qui disent qu'ils n'ont pas dormi de la nuit, ils dorment en fait. Oui, en général, tout le monde dort. L'important, c'est qu'ils se sentent libres aussi de consulter, Bien sûr. d'aller voir, parce que ce qui est terrible aussi, c'est de se sentir incompris ou le côté De toute façon, fatalité. ça rend fou. Voilà. Ça, c'est sûr. On va quand même partir de ce postulat-là. Mal dormir, ça rend fou. C'est pour ça qu'on va continuer à vous dévoiler notre arsenal anti-insomnie. Alors, il y a certaines personnes qui optent pour des tisanes, d'autres pour des techniques de respiration. Elsa, elle a tout mis sur le pouvoir hypnotique de la voix. Agathe, est-ce que vous dormez bien? Mais pas du tout, mon frère. Je sais que vous êtes un peu comme moi, qu'on a toujours du mal, toutes les deux, à tomber dans les bras de Morphée, voire on passe juste à côté des bras de Morphée. Alors moi, justement, j'ai cette petite rumination en permanence, comme ça, dans la tête. Alors j'ai trouvé mon moyen à moi, ça a été pendant des années d'écouter des podcasts, sauf que j'écoutais des podcasts qui étaient philosophiques, ou alors du coup, je restais éveillée, donc ça ne servait à rien. Donc en fait là, c'est écouter des podcasts pour se détendre, pas du tout pour apprendre. Ça, c'est très important. Alors évidemment, comme on est très nombreux à mal dormir, effectivement, il y a des podcasts à foison qui se sont créés, dans lesquels il y a des musiques, des poèmes, des contes, de la relaxation. On va commencer par le premier, c'est Somnifère. Alors Somnifère, c'est un podcast... Oui, il porte bien son nom. C'est un podcast en 2 temps. En premier, il y a d'abord de la relaxation pour se détendre. Et ensuite, vous allez avoir des histoires, des poèmes, des contes. Alors, je vous ai choisi un joli extrait, une nouvelle poétique de Maupassant sur la beauté des choses et le mystère des sens. C'est un après-midi d'été sur la Méditerranée. La dernière brise est tombée. Le soleil féroce emplit le ciel et fait de la mer une plaque molle et bleuâtre, sans mouvement et sans frisson. Est-ce que vous aimez la poésie, vous? Ah bah bien sûr, j'adore la poésie. Non, ça m'angoisse. Non, il y a des gens, moi, par exemple, la poésie, au départ, c'était pas trop mon truc non plus. Et alors, est-ce que à cette table, vous avez déjà essayé l'hypnose? Alors non, jamais. Enfin, pas en tout cas pour le sommeil. Il y a une étude qui a montré que des personnes hypnotisées passent jusqu'à 80% plus de temps en sommeil profond après une séance d'hypnose relaxante. Alors justement, du coup, moi je vous ai trouvé effectivement un podcast sur qui a été créé par des hypnothérapeutes et qui s'appelle Hypnose Ressources. Alors c'est entre 7 et 13 minutes. J'ai testé hier, je me suis endormie avant les 13 minutes, ça c'est sûr, j'ai pas écouté la fin, je vous le dis tout de suite. On va écouter. Vous êtes confiant, confiant. Laissez-vous porter par votre rêve. Rêve. Alors moi, j'ai peur d'avoir des fous rires. Non, mais c'est ça. Alors moi, je dois vous dire une chose, c'est que c'est quand même dans ces podcasts, c'est la voix. En fait, il y a quand même des histoires de voix parfois où on a envie de leur dire, mais soyez un peu plus vivant. Calme-toi, sois naturel. Sois gentil, tendre et un peu plus d'amour, parce que ça fait un peu peur quand même les voix. Non, mais je suis d'accord. Alors, il y a certaines plateformes qui marchent très fort. Je vous avoue que j'ai eu moi des fous rires, mais bon, c'est des plateformes qui proposent de diffuser des bruits, ce qu'on appelle les bruits blancs ou roses pour s'endormir, comme par exemple Somno. Alors au programme, vous avez 8 heures de pluie et d'orage, 3 heures de gouttes d'eau dans une grotte. La torture. Je peux tuer. Je vous assure, je peux tuer. Et alors le bruit que j'ai préféré, je vous assure, ça a été mon fou rire et j'ai tellement envie de vous le faire écouter, c'est l'aspirateur qui se déclenche, qui s'arrête et qui se redéclenche. Ça, c'est pour se réveiller tout le temps. Non, je vous assure. Écoutez. Non mais, c'est énorme. Moi, je peux tuer quelqu'un avec un bruit d'aspirateur. Et il paraît que c'est très bien pour endormir les bébés. Alors, je voulais en profiter, Sylvie, et revenir justement sur l'idée des bruits blancs et des bruits roses. Qu'est-ce que c'est la différence? Alors, est-ce qu'on peut entendre un bruit blanc? Ok. Alors, pour comprendre ce que c'est un bruit blanc, c'est peut-être plus facile que je vous explique ce que c'est que la lumière blanche. La lumière blanche, elle contient toutes les longueurs d'onde, donc toutes les couleurs. Un bruit blanc, c'est la même chose. Il contient toutes les fréquences, de 20 Hz, très grave, à 20 000 Hz, aigu. Il agit en fait comme un son qui masque tous les autres sons.
Et donc c'est pour ça qu'on propose des bruits blancs pour s'endormir, parce que c'est comme si ça gommait tout l'environnement sonore. À côté de ça, il y a les bruits roses. Est-ce qu'on peut entendre un bruit rose ? Donc les cascades, l'eau, tout ce dont vous parliez. Et donc ces bruits roses... La nature alors ? Pas forcément. Mais ça contient pas toutes les fréquences, comme les bruits blancs. Ça contient des fréquences plus graves. Et ça permet finalement de synchroniser votre activité cérébrale sur ces fréquences sonores qu'on écoute. Et donc finalement, de procurer un sommeil plus profond, de meilleure qualité en quelque sorte. Donc on conseille les bruits blancs pour s'endormir et les bruits roses pour dormir d'un sommeil plus profond. Bon voilà, il va falloir trouver votre propre bruit blanc, votre propre bruit rose. À vous, merci beaucoup Elsa. On va passer maintenant à une autre grande menace pour nos nuits. Si vous dormez 8 heures par nuit, mais que vous vous levez comme, vous savez, ces gens épuisés, qui ont des somnolences diurnes, une baisse d'énergie, de l'irritabilité, des oublis, des maux de tête dans la journée, comme près de 7 millions de Français, vous souffrez peut-être d'apnée du sommeil. Et le pire dans tout ça, c'est que la moitié des gens qui souffrent d'apnée du sommeil l'ignorent. Alors c'est quoi l'apnée du sommeil ? Ce sont les muscles de la gorge qui se relâchent pendant notre repos et qui bloquent littéralement le passage de l'air. Les conséquences, ce sont des pauses respiratoires qui peuvent aller jusqu'à 30 secondes. C'est quand même hyper long. Alors pour ne pas suffoquer, notre corps réagit avec un micro-réveil réflexe pour permettre à notre organisme de reprendre son souffle. Le problème, c'est que ces micro-réveils qui peuvent se répéter des centaines de fois par nuit nous empêchent d'atteindre les phases de sommeil récupératrices. Et il y a une opération qui est révolutionnaire qui vient de débarquer. Elle nous promet de vous débarrasser de ces apnées une bonne fois pour toutes grâce à la pose d'un implant. Et notre cobaye et journaliste de terrain, Marianne Moing, a voulu en savoir plus pour vous. Pour certains patients, la prise en charge de l'apnée du sommeil tourne au calvaire. C'est le cas de Christophe, qui en quête de nuit paisible, a d'abord tenté le masque à pression positive continue. Le premier traitement que j'ai eu, ça a été le masque que je n'ai pas supporté. Entre les fuites d'air dans les yeux, les irritations et cette sensation d'étouffement, l'appareil s'est révélé plus perturbateur qu'aidant. Christophe se tourne vers l'autre alternative, l'orthèse. Avec ou sans orthèse, mon taux d'apnée ne bougeait pas, donc on a arrêté l'orthèse. Pour Christophe, l'espoir est venu d'une opération novatrice, l'implant d'un dispositif qui rétablit une respiration plus naturelle pendant le sommeil. Aujourd'hui, il va beaucoup mieux. Pour les patients en échec de traitement, cette intervention ouvre une nouvelle voie. Rencontre avec la professeure Émilie Béquignon, qui réalise cette chirurgie au CHI de Créteil. Bonjour professeur. Bonjour. Quels sont les critères pour bénéficier de cette opération ? Il faut avoir de l'apnée du sommeil, mais avec des apnées entre 15 et 50 par heure. Il ne faut pas avoir trop de surpoids, parce que sinon le dispositif n'est pas concluant. Et puis également, ce sont des patients qui sont donc en échec à la fois de la ventilation et de l'orthèse. Pour s'assurer que les conditions anatomiques sont réunies, une endoscopie du sommeil, un examen qui explore les voies respiratoires, est réalisée. Si le patient est éligible, il est conduit au bloc opératoire pour la pose de cet implant, qui transforme radicalement la prise en charge. L'intervention consiste en la pose d'un petit générateur donc sous la peau au niveau du thorax, comme un petit pacemaker, et qui est relié à une sonde de détection de la respiration, puisque ce générateur va être synchronisé sur notre respiration pendant le sommeil. Et ensuite, une petite électrode va être branchée sur un nerf qu'on appelle le nerf hypoglosse, et qui va permettre ensuite de contracter les muscles de la base de langue et également du pharynx pour ouvrir les voies aériennes pendant le sommeil. Pour résumer, pendant le sommeil, à chaque respiration, le générateur envoie une stimulation au nerf hypoglosse pour que la langue libère les voies respiratoires. Donc cette opération, elle est peu invasive, elle dure peu de temps, c'est 2 heures d'intervention au bloc opératoire. On sort le lendemain, on remange normalement après cette chirurgie. Et donc quand le patient rentre chez lui, qu'est-ce qui se passe ? Avec l'usage de la télécommande, le patient va activer son dispositif le soir au moment du coucher. Et ensuite, c'est le patient qui, chez lui, pourra augmenter le seuil d'intensité de la stimulation, que le seuil soit confortable et en même temps commence à être efficace. Est-ce qu'on retourne ensuite voir un docteur pour voir à quel point le traitement fonctionne ? Oui, entre 3 et 6 mois après la pose du dispositif, on refait un enregistrement du sommeil pour vérifier qu'il n'y a plus d'apnée et puis surtout que le patient
est soulagé au niveau des symptômes. Il y a 100 000 implantations qui ont été réalisées dans le monde entier et donc des études ont été réalisées sur plus de 8000 patients pour montrer que l'efficacité était au rendez-vous avec une diminution des apnées de plus de 70% à 12 mois, mais aussi l'amélioration des scores de somnolence, de la qualité de vie. Pour jauger cet impact, je présente à la professeure le retour d'expérience de Christophe quelques mois après son opération. Sur le visage de la chirurgienne, on devine un soupçon de fierté. Je commence à retrouver une forme physique et intellectuelle, puisque j'ai repris la lecture que j'avais laissé tomber pour des problèmes de concentration. On est enclin à s'investir davantage dans une journée normale, on va dire. On se rend compte qu'on a fait le bon choix. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ces mots? D'avoir un nouveau traitement à proposer qui est remboursé en France permet de proposer une alternative thérapeutique chez les patients qui sont en échec de traitement. Et donc, c'est vraiment porteur d'espoir. Merci beaucoup, professeur. Merci. Merci beaucoup Marianne Moing, merci au CHI de Créteil de nous avoir ouvert leurs portes pour nous présenter cette révolution. On va passer à un autre acteur clé de nos nuits qu'on oublie trop souvent, c'est le corps. Tout simplement, comment en faire un allié du sommeil? On en parle avec notre invité coup de cœur. C'est vraiment le coup de cœur. Lila. Bonjour Émeric. Bonjour. Vous avez vu quand même qu'on vous accueille sur un super jingle. Entrée de qualité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes kinésithérapeute, vous êtes ostéopathe du sport et surtout on adore vous suivre sur vos réseaux sociaux via le compte Aime ton kiné, H-E-M comme Émeric. Voilà, vous l'avez. Et alors, sur votre compte, vous pratiquez ce qu'on appelle le body painting pour mieux nous expliquer les rouages de notre corps. Ça veut dire quoi, body painting? L'idée, c'est de venir peindre directement. Je me suis rendu compte au cabinet que les patients, mieux ils comprenaient ce que je leur expliquais, mieux ils faisaient leurs exercices et plus vite ça évoluait. Donc vous peignez sur le corps des patients? Exactement, en peignant directement. Quand je vais parler d'une clavicule, d'un ménisque ou d'un disque, on va pouvoir le visualiser directement en peinture sur les cobayes. Voilà, alors... On vous reçoit parce qu'on entend souvent dire que l'insomnie, c'est dans la tête. Or, le corps aussi, quand même, peut nous empêcher de dormir, il faut le dire, surtout quand on garde des tensions musculaires qui se sont accumulées pendant la journée. Voilà pourquoi vous conseillez une technique tout simple au moment du coucher, qui est un mélange d'étirement, d'automassage, enfin... Voilà, il faut que vous nous décriviez ce rituel qu'on peut tous adopter. Absolument. L'idée, c'est de se créer du temps pour soi avant de passer au lit. Il y a plusieurs avantages. Ceux des techniques dont on va parler, mais aussi de couper un peu de tout le reste et de préparer son sommeil. En général, j'aime bien associer des étirements assez rapides, mais aussi des massages, parce que ça permet de soulager les douleurs, mais aussi de se relâcher. Par exemple, souvent, on se sent tendu au niveau du cou, au niveau des cervicales, donc on va faire une petite technique très simple. Avec ses doigts, on va venir placer les mains au niveau du cou, tracter vers l'arrière la tête et tirer les doigts vers l'avant. Et vos mains vont vraiment venir coulisser vers l'avant. Alors qu'on comprenne bien, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une résistance entre les mains et le cou, donc alors, les vos deux doigts doivent vous coulissez, pousser. là vous les crochetez. L'idée, c'est de venir vraiment exactement tirer ici et masser en avançant. Exactement. En faisant ça, je vais mobiliser ma tête en extension et 2, avec mes mains, masser au niveau des muscles du cou. Et je vais venir comme ça réaliser 5, 10, 15 répétitions. Et je peux faire toute la partie cervicale, très très haut au niveau de la base du crâne, là où parfois on a des gens qui ont des douleurs et des maux de tête, ou même plus bas, au niveau par exemple des trapèzes. C'est bien, ça c'est tout simple. Ça, il faut vraiment que vous l'adoptiez chez vous. Ça marche très bien. Voilà. Ce qui marche bien aussi au niveau des trapèzes, ça va être de venir faire des petits exercices très simples, soit des mouvements de rond dans un sens et dans l'autre. L'idée, c'est de prendre du temps et de se concentrer aussi sur qu'est-ce que je ressens. Ça permet de soulager les douleurs et en plus de détendre. Émeric, on vous adore. Donc ça, c'est les rituels qu'on pourrait... donc c'est 2 mouvements. Alors, il y en a énormément. L'idée, c'est de trouver qu'est-ce qui nous correspond le mieux, mais surtout, où est-ce que moi, je me sens sensible, douloureux. Globalement, on peut se masser la main. C'est très simple. Ça marche aussi très bien. De venir se faire des petits massages. On a 2 grandes loges au niveau de la main. Quand on fait ça, on voit 2 boules ici. Et de venir les masser, ça me fait un bien fou. De venir étirer les doigts, très simplement comme ceci. C'est des petits étirements et massages qu'on peut faire pour préparer le sommeil. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait son petit protocole, celui qui nous va bien, etc., je voudrais qu'on parle des positions du sommeil. Parce que vous dites qu'il n'y a pas une bonne position pour dormir. En fait, tout
dépend de nos problèmes à nous de santé. Donc j'ai listé les principaux maux que connaissent les Français et je voudrais que pour chacun d'entre eux, vous nous donniez la position à adopter au moment du coucher. Par exemple, on a les problèmes de douleurs cervicales, on a les lombalgies, on a les reflux gastro-œsophagiens. C'est vrai que ça, ce sont des maux qu'on ressent quand même de façon assez classique. Qu'est-ce qu'on fait alors? Alors, par exemple, au niveau du cou, au niveau des cervicales, on va avoir principalement, lorsqu'on vieillit, un peu d'arthrose qui va enraidir au niveau du cou. Donc l'arthrose, c'est un processus normal, mais malheureusement, plus on vieillit, plus on va avoir du mal à tourner la tête. On s'en rend compte parce qu'on n'arrive plus à regarder derrière soi, quoi. Le problème, c'est que si on veut dormir sur le ventre, il faut une très bonne amplitude de rotation au niveau du cou. Donc, ce n'est pas que dormir sur le ventre, c'est mauvais pour le cou, mais si on n'a pas l'amplitude nécessaire, on va se dire « Ah, dès que je me dors sur le ventre, j'ai mal au cou, j'ai mal à la tête, etc. » Donc juste, si vous voulez pouvoir dormir sur le ventre, vérifiez que vous avez une bonne amplitude. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez essayer de la travailler avant de vous endormir. Une fois encore, de venir faire des petits étirements d'un côté et de l'autre pour pouvoir tolérer la position. Parce que si vous voulez dormir sur le ventre, vous devez pas avoir l'amplitude d'une chouette, mais pas loin. Ah, c'est ça. Bon, donc je vais faire ça, moi, parce qu'il faut que je dorme sur le ventre. Le bas du dos aussi, parce qu'on a souvent mal au lombaire. Ouais, le bas du dos, et en effet, on me demande est-ce que je peux dormir sur le ventre, sur le dos, est-ce que je dois avoir un matelas mou, un matelas dur? Une fois encore, ça dépend de qu'est-ce qui nous fait mal au dos. Mais pour faire très simple, par exemple, par rapport au matelas, plus je vais me sentir raide, plus un matelas un peu mou va m'aider à absorber un peu mon manque de mobilité et à mieux me positionner. À l'inverse, si je suis plutôt sur un profil très souple, quelqu'un qui bouge beaucoup, voire même un peu de laxité, en général, un matelas un peu plus ferme, pas dur mais plus ferme, permet d'avoir moins de douleur. D'accord. Alors, et le fameux reflux gastro-œsophagien, ça les remontées acides qui peuvent parfois nous faire tousser aussi la nuit. Absolument. Là, il y a une position qui, en général, soulage bien, ça va être de dormir sur le côté gauche. La forme de l'estomac fait que lorsqu'on est sur le côté droit, on va faciliter les reflux et les remontées. Donc en étant de l'autre côté, la partie de notre estomac remplie ne va pas pouvoir remonter, ce qui va faciliter le sommeil. On préconise aussi d'éviter d'être trop à plat sur le dos, mais légèrement surélevé. Ce qui va permettre, une fois encore, de limiter les reflux, les remontées acides. Qu'est-ce que vous nous conseillez le matin, au réveil, quand on sort du lit? Est-ce qu'il y a une routine particulière? Moi, j'aime bien les exos plutôt en dynamique. Par exemple, on peut venir s'asseoir au bord du lit et venir faire ce qu'on appelle une anté-rétroversion du bassin. Ce qu'on va appeler... Donc on sort le bassin, on le... dos creux, exactement. De venir vraiment faire rouler ses fesses comme ça, au bord du lit. Tout simple. On peut le faire aussi en étant allongé. Et allongé, je viens arrondir et creuser. Et ça, déjà, 10, 20, 30 répétitions lentement, en essayant d'avoir un maximum d'amplitude, c'est idéal. Et on peut enchaîner avec des petits étirements. Alors, il y a de la danse, mais ça, c'est moins ma spécialité. Je sais pas, tout à coup, j'ai envie de bouger mon corps, je sais pas ce qui se passe. On peut, par exemple, simplement venir croiser ses jambes. Là, vous pouvez essayer. Et en faisant ça, de venir se pencher vers l'avant. Et en général, on va commencer à sentir une petite tension. Alors, ça m'intéresse de voir si Stan y arrive. Non, mais sûr que non. Je suis pas assez souple, mais c'est à cause du jean, je suis sûr. Oui. Il est là, je sors un peu la poitrine et je me penche vers l'avant. Et là, vous devez sentir ça tire. au niveau de la fesse. Et donc là, pareil, on ne va pas se poser 20 minutes, on va plutôt en dynamique faire des petits allers-retours. Je vais chercher la tension. Il faut faire l'autre côté aussi. Je reviens et évidemment, on fait les deux côtés. Toujours lentement, mais plutôt en dynamique. Ça permet d'avoir une contraction musculaire, de préparer le corps à la journée, de se remettre en mouvement. Ça marche très bien. Ok, et à l'inverse de moi qui suis raide, les gens comme Agathe sont très très souples. Oui. Et est-ce qu'ils peuvent se permettre des étirements un peu acrobatiques? Est-ce que vous avez un exercice à lui proposer? Absolument. Vous pouvez la challenger, regardez le level. Ok, alors pour ça, je vais avoir un exercice un peu plus complexe qu'on va appeler... C'est avec vous? Oui, bien sûr. Je vais vous le montrer, vous allez le tester. Emeric, excusez-moi, vous pouvez vous arrêter sur mes positions C'est vrai qu'elles sont quand même très très bien. Vraiment, là, on n'est pas du tout sur un niveau débutant. Ne vous amusez pas à faire ça au réveil si vous n'y êtes pas habitué. Non, mais là, ce sont des très bons... Je suis tellement fière. On voit qu'il y a une pratique de yoga. Non, mais après, il faut quand même comprendre qu'une photo, c'est 1 seconde. Donc après, je m'échoue généralement lamentablement. Il y a une chute, c'est ça qu'on... Ça peut arriver. Le scorpion, moi, je l'aime beaucoup parce qu'il est très global. On peut le faire sur le dos. J'ouvre ici. Je ne m'endors pas. Et je vais venir croiser. Le but du jeu, ça va être que mon pied vienne chercher le plus proche possible de ma main. Mais on peut tout à fait le faire en mode débutant où je vais juste chercher ici, un peu d'amplitude. Et plus j'y arrive, plus je vais chercher de l'amplitude. Ça veut dire que plus on va le faire, plus on va gagner en souplesse. Ça si on est encore meilleur, on peut le faire sur le ventre. Et là, on va faire de l'extension dont on a parlé. Et là, ici, je vais essayer de venir chercher ma main avec mon pied le plus possible. Et je reviens. Alors, bon, alors sur le ventre,
Sur le ventre. Et moi, je me mets en directement. comparaison pour vous Ok. montrer à quel On point je fera- suis pas souple. Donc là, on qu'est-ce se que met je en dois croix. faire? En croix comme ça. Nickel. Et là, on envoie une jambe sur le côté et on doit essayer d'aller chercher son pied. C'est pas mal. Oui, excellent. Oh là Ici, là, on a eu un contact. Allez, Stan, un petit effort. Parce que Je suis loin ou pas là? Non. Ouais, quand même. Ouais, non, c'est très bien. C'est pas loin. Bravo Agathe. Et donc là, on voit bien les différences d'amplitude et de souplesse de chacun. L'idée, c'est pas d'être le meilleur, c'est surtout de le faire régulièrement. Ok. Donc c'est très bien. Moi, ça me va. Et là, on Merci, peut le faire Mike. une fois encore. Ah, 5 pardon. fois d'un côté, 5 fois de Ah l'autre. oui, 5 fois carrément. Sur le dos ou sur le ventre. Voilà, là, on est bien. Ah, c'est pas cette main, je voyez, j'y arrive pas. C'est très bien. Moi, Et ça, alors, Si, il a dit que c'était alors très bien. expliquez-nous ce que ça va avoir comme Alors là, comme c'est- bonne conséquence vertueuse. je l'aime bien parce qu'il est très global. Déjà, là, on fait un peu d'extension. On a vu tout à Ouais. l'heure qu'on n'en faisait pas beaucoup. On fait aussi de la rotation. On vient tourner notre dos dans un sens et dans l'autre. Et même selon la position qu'on a avec le bras, on va pouvoir avoir différentes actions sur l'épaule. Par exemple, si vous vous mettez bras tendu, Tu dirais une loutre là, on échouée dirait, sur la on dirait plage. un poisson. Là, si vous mettez ici, vous allez plus étirer, par exemple, au niveau des pectoraux. Allez-y, recommencez. Avec Non, l'autre vous jambe. laissez le Ah oui. bras là. Non, laissez-le comme je l'avais mis. Oui, pardon. Ici, et là, vous envoyez la jambe. Et vous pouvez même, avec cette main, pousser un petit peu dans le sol. Et là, ça va tirer plus au niveau de l'épaule. Ça fait du bien. Absolument. Et sur le dos, c'était quoi l'exercice? C'est tout pareil, mais sur le dos. Je pense que ce sera peut-être plus adapté pour vous. Allez-y. Vous vous mettez sur le dos, toujours en croix. Nickel. Et là, je vais envoyer ma jambe chercher ma main ici. Mais bien sûr. Mais bien, Allez-y. Et là, on va. Alors, si c'est trop dur, on plie un peu. Voilà, Hop, là, je et peux y arriver, là. Et on laisse départir tout le dos. Mais c'est Excellent. pas si nul, hein, franchement. Très bien. Et on revient. Et là, on sent que ça tire. Ok, pas mal. Donc on le fait petite amplitude si je suis pas habitué, et plus je vais venir tendre et chercher là. Ouais, c'est pas mal. Et à terme, je pourrais l'attraper avec ma main. Ouais, à terme, en le faisant régulièrement. Et c'est pour ça que 5 minutes tous les matins. On n'est pas obligé d'avoir la jambe tendue d'ailleurs. Pas du tout. On adapte en fonction de son ressenti. Là, le danger ou le risque avec ces étirements, c'est de vouloir d'un seul coup atteindre votre niveau alors qu'on n'y est pas habitué. Ça, ce serait contre-productif. Mais par contre, en le faisant un peu tous les matins, 5 minutes, en écoutant ses sensations, on progresse et on prend surtout du temps pour mettre son corps en mouvement. Et on sait qu'on a besoin aujourd'hui de bouger de plus en plus son corps. Voilà, donc écoutez-vous, faites ce que vous pouvez faire. En revanche, vraiment les rituels que vous nous avez proposés d'avant coucher et pour le matin, c'est-à-dire cette fameuse rétroversion du bassin, Oui. ça c'est à la portée de tout le monde et ça fait Absolument. vraiment un bien fou. Et c'est vrai que si on le systématise, on en a quand même les bienfaits assez rapidement. Merci beaucoup. Avec plaisir. Aymeric, je rappelle que vous êtes donc kinésithérapeute, ostéopathe du sport. On peut vous retrouver et retrouver tous vos conseils sur votre compte Aime ton kiné, qui est vraiment génial. Ah, attendez, parce que... Ouais. Allô, Sarah? Non, mais c'est Sarah. Oui, je suis en direct des coulisses là, avec notre stagiaire. Le pauvre, il est épuisé. Il enchaîne les insomnies, les nuits blanches, il n'en peut plus, il rêve juste de dormir. Alors, je l'ai allongé sur le canapé, je l'ai mis dans de bonnes conditions, lumière tamisée, et là, je vais lui administrer mon remède miracle. C'est une potion à base de plantes hypnotiques. Tout est naturel, bien sûr. Alors, attention. Hop. Allez, une petite gorgée, mon Arthur. Tu vas voir, dans quelques secondes, tu seras dans les bras de Morphée. Voilà. Sarah, je crois qu'il respire plus, là. Qu'est-ce que tu racontes? Il va très bien, c'est juste un gros dodo, là. Il est bien? Attends. Coupe, coupe. Envoie le magnéto. Est-ce que ça te dérange pas de faire un duplex avec moi? On sera avec Agathe en plateau pour parler des plantes pour dormir. Parler des plantes pour dormir. Bon. Oui, Ali Agathe, je suis avec Patrick, adepte des plantes pour dormir. Il va nous en parler un petit peu. Quelle plante vous fait dormir, vous, Patrick, en général? Moi, c'est plutôt des tisanes qui me font dormir. Vous m'avez parlé aussi de plantes un petit peu hallucinogènes, voire de la Marie-Jeanne. Enfin, Ah, c'est pas mon truc, ça. J'en prends pas. Hein, donc, un petit peu peut-être de temps en temps, mais oui, c'est vrai. J'ai tenté. où est-ce que vous fournissez? Il y a l'Internet. Le dark web, m'a-t-il dit. Eh oui. Et il m'a même confié hier soir avoir pris quelques plantes hallucinogènes qui venaient de Colombie. Racontez-nous. Oui, oui. Spécial, spécial. Vous êtes mis tout nu et avoir couru. Oui, mais heureusement, c'était dans un endroit discret, donc c'est une aventure à tenter éventuellement, mais c'est tout, quoi. Faut dire non, faut pas le faire. Mais il faut pas le faire. Je ne recommande pas de le faire. Hein. C'est une bêtise. Hein. Merci Patrick, merci Ali, Agathe. Merci.
C'est bon? C'est bon. Super, merci purée. Désolée, en fait il me fallait un témoignage de personnes qui me racontent ça en fait. Je rigolais, c'était un faux duplex. C'était pas vrai. Oh, t'es taquine, toi. T'es une taquine. Et oui, elle est taquine. Ben oui, bien sûr. Bon, alors, on en rigole, mais quand même, Sarah, elle soulève un point important. Quand on a du mal à dormir, on peut aussi se tourner vers des compléments naturels sous forme de gélules ou d'infusions. C'est d'ailleurs ce qu'on fait assez naturellement. Docteur Aranda, je voudrais qu'aujourd'hui, vous nous conseilliez vraiment celles qu'on peut prendre ou qu'on doit prendre. Alors, dans l'idée de l'accompagnement en produits naturels, il n'y a pas beaucoup de choses de validées, mais l'idée, comme on l'a dit, c'est de personnaliser sur les besoins qu'on a. Est-ce qu'on a besoin de se détendre? Est-ce qu'on a besoin d'aider à l'endormissement? Et finalement, de trouver un panel de plantes. Il n'y a pas une plante miracle, il y a souvent des associations. Il y a peut-être aussi de faire attention avec les médicaments qu'on prend pour ceux qui ont des maladies chroniques, puisque pas parce que c'est des plantes que ça n'a pas d'effet, Bien sûr, au mais ça a contraire. aussi des effets secondaires et des interactions. La plus connue des plantes, c'est le millepertuis, ça a beaucoup d'interactions avec beaucoup de médicaments. Donc l'idée, c'est pas d'être en autogestion et dit on prend n'importe quelle plante et tout va bien se passer. Donc on demande conseil à son médecin, à son pharmacien. Exactement. Après, les plus connus, ça va être aubépine, passiflore, écholza, toutes les plantes adaptogènes. Et les compléments à base de mélatonine, vous en pensez quoi? Vous validez? Moi, je suis plutôt pour. J'avais participé à la première préparation en France il y a plus de 10 ans, en 2015. Donc, je pense que c'est utile dans l'arsenal thérapeutique. Aujourd'hui, c'est les produits de synthèse qui sont sûrs, parce qu'on ne va pas prendre une mélatonine de quelqu'un pour quelque chose. Donc, c'est une mélatonine de synthèse. On peut l'associer dans les compléments alimentaires avec des plantes adaptogènes ou des plantes à visée relaxante ou mieux relaxante. Donc, ça a l'intérêt souvent d'un cocktail ou d'une préparation et de trouver la dose qui permet la bonne efficacité. Ça. Et il y a une forme en médicament qui est une libération prolongée à plus forte dose. Merci, docteur Aranda. Je rappelle que vous êtes neurologue, vous êtes l'un des plus grands experts français du sommeil. Donc, merci de nous avoir consacré du temps ce matin dans Bel et Bien. Je voudrais que vous regardiez ce chiffre, 25 milliards de dollars. C'est le montant pharaonique du marché de la Sleep Tech. Toutes ces innovations technologiques qui nous promettent des nuits paisibles et reposantes. Alors, est-ce que ce sont de simples gadgets ou de véritables révolutions pour notre sommeil? On en parle dans le supplément. Bonjour Maxime Chauvineau, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes docteur en sciences du sport, vous avez accompagné des sportifs de haut niveau pour optimiser leur sommeil et Dieu sait que c'est important pour les aider à mieux dormir. Vous avez recours, vous, à la Sleep Tech. Comment est-ce que vous utilisez ces objets connectés dans vos recherches ? Alors, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, tous les jours, il y a des objets connectés associés au sommeil qui sont sur le marché, d'où les 25 milliards que vous avez évoqués. Ils analysent à la fois notre sommeil, mais certains aussi peuvent aider, sous forme de stratégie, aider au sommeil. Donc, en effet, il faut bien distinguer deux types d'objets, à la fois des objets de recherche. Donc, nous, justement, on va vers ce type d'objets connectés dédiés à la recherche, aux objets, finalement, grand public que l'on peut trouver un petit peu partout sur le marché. Et il faut justement faire le tri. Alors, parmi ces outils, d'ailleurs, qui permettent de mesurer la qualité de notre sommeil, il y a une bague connectée. D'ailleurs, j'ai vu le spectacle de Danny Boone et il le dit qu'il a la bague connectée. Alors, il y a aussi Jennifer Aniston, le prince Harry, Gwyneth Paltrow, Cristiano Ronaldo et de nombreuses célébrités. Et vous aussi, vous êtes fan de cet anneau connecté? Alors, fan, je ne sais pas, je dirais peut-être pas enfin, vous l'aimez bien, en tout cas, vous l'utilisez. Exactement, et on l'utilise dans le cadre de la recherche. Parce que tout l'avantage de ce type de bague connectée, c'est qu'elle a été validée scientifiquement. Donc il y a eu des protocoles de recherche qui ont expérimenté cette bague sur différentes populations, des plus âgés, des plus jeunes, des hommes, des femmes, en comparaison de ce qu'on appelle la polysonographie, qui est la méthode de référence pour analyser le sommeil. Mais ça sert à dormir ou ça permet de récolter des données? Ça sert à quoi cette bague? Eh ben, j'ai presque envie de dire les deux. Ah oui. Alors d'abord, oui, analyser le sommeil. Donc comme ça, on a un retour, finalement, on a un feedback quotidien sur notre sommeil. Donc nos rythmes de sommeil, nos heures de coucher, de lever, combien de temps on met pour s'endormir, notre quantité de sommeil et aussi des indicateurs de fragmentation du sommeil. Vous disiez que ça aide aussi à dormir, mais du coup en quoi? Ça peut aider à dormir parce que l'avantage de ce type d'outil, c'est que tous les jours, finalement, on a un feedback sur nos données et donc derrière, ça peut nous aider à adopter les bons comportements. La limite de ces outils, c'est que pour accéder à la structure interne du sommeil, donc sommeil léger, profond, paradoxal, ce type d'outils sont quand même assez limités. À l'inverse, les heures de coucher,
les heures de lever, ma quantité de sommeil, par rapport aux recommandations, par rapport aux règles d'or, la règle d'or numéro 1 qui est la régularité de notre sommeil, ça permet d'adopter finalement les bonnes pratiques et les bonnes recommandations. Alors, moi, je voudrais qu'on parle des masques connectés, parce qu'on les voit apparaître un petit peu partout. Vous en avez un devant vous. Il y en a certains qui diffusent de la musique, d'autres des vibrations. C'est vraiment efficace, ça? Alors, ce type de masque qu'on trouve sur le marché, donc là, celui-là, il diffuse une vibration, finalement. On le porte avant d'aller dormir. Et il y a une méthode de relaxation, qui est là ici, c'est la vibration. À savoir que la tête est quand même très sensible au toucher. Il y a aussi pas mal de mécanismes de thermorégulation qui se jouent au niveau de la tête. Et justement, ce type de masques peuvent aider à s'endormir avec justement différentes méthodes de relaxation. Alors ici, ce masque qui propose des vibrations. Donc alors, je ne connais pas d'études scientifiques qui prouvent l'efficacité de ce type de stratégie, de par la vibration, mais il y a d'autres masques qui peuvent diffuser du son. De la musique, voire différents types de sons. On évoquait tout à l'heure le bruit blanc, le bruit rose. Il y a des études qui ont avéré justement l'efficacité de ce type de bruit pour aider à s'endormir. Après, tout l'enjeu, c'est qu'au moment où on est endormi, finalement, il n'y a aucune nuisance sonore qui vienne s'introduire dans le sommeil, parce que là, c'est là que notre sommeil peut-être encore une fois, on en revient toujours à la même chose, c'est qu'il faut trouver quelque chose qui soit adapté à soi. Donc il y a certaines personnes pour lesquelles ça va être vraiment bénéfique et d'autres peut-être un peu plus. C'est ça, adapté et sous forme de routine. Aymeric, est-ce que c'est quelque chose que vous conseillez à vos patients de temps en temps, toute cette tech liée au sommeil? On sait que le manque de sommeil, ça a aussi un impact extrêmement important sur les douleurs et les douleurs chroniques. Donc c'est vrai que des fois, chez des patients chez qui je n'arrive pas, avec les bons protocoles d'exercice, à faire évoluer les douleurs, je vais des fois me tourner vers d'autres éléments comme la nutrition ou justement l'analyse du sommeil, encore plus chez des patients sportifs, parce qu'ils ont un besoin de récupération bien plus important. Et donc ça peut des fois en effet m'aider en rééducation à optimiser ou à passer des impasses sur lesquelles je bloque. Oui, donc c'est quand même, ça peut vraiment être très très utile. Je voudrais qu'on parle d'une innovation qui pourrait venir à bout d'un fléau qui empêche de nombreuses personnes de dormir. Je parle encore une fois de ça. Il est là! Il est là, où est-il? Où est mon mari? Non, en plus j'exagère parce qu'il ne ronfle pas du tout, pauvre chou, je t'aime. Donc ce sont les ronflements du conjoint, évidemment. Pour les faire taire, il existe des oreillers connectés capables de gonfler légèrement quand ils détectent un ronflement grâce à un micro qui est intégré pour inciter la personne qui ronfle à changer de position. Est-ce que c'est quand même assez horrible? Vous validez? Je sais pas, c'est peut-être mieux quand même que la petite claque ou le... Moi je fais ça. Ça marche bien ça. Alors, ce sont des oreillers qui sont assez nouveaux quand même, parce que il y a quand même pas mal de capteurs qui sont dedans, et dont un micro en effet qui permet de détecter quand est-ce qu'on ronfle et quand est-ce qu'on ne ronfle pas. Et en détectant ces ronflements, ces oreillers se gonflent pour inciter à changer de position. Et donc à être dans une position ça, c'est sur pas le mal, côté. Quand même. C'est pas si nul, ça. C'est plutôt correct. Le principe, qui est finalement même mécanique, est très intéressant. Donc après, à tester sous forme de protocole. Vous ronflez, Stan? Des gens qui sont pas que je sache. Exactement, c'est ça. Il ne faudrait pas non plus que ça crée un éveil et que ça fragmente le sommeil. Oui. Mais voilà, c'est tout à Il ne faut pas fragiliser le sommeil de l'un pour essayer de sauver le sommeil de l'autre. Tout ça est très compliqué. Mais ça ne remplace pas non plus les la méthodes. Bonne claque, une bonne claque dans la tronche. C'est pas du tout le message que j'ai voulu faire passer. Les méthodes justement cliniques, la pression positive continue, la PPC, qui sont quand même les méthodes qui permettent de limiter les ronflements et surtout les apnées du sommeil. Ça reste quand même les méthodes de référence. Alors moi quand même je me pose une question sur ces outils connectés parce qu'ils sont censés nous aider, mais est-ce qu'à un moment ça rend pas un peu obsessionnel? Moi j'ai arrêté la montre parce que quand on me disait, j'avais l'impression de bien dormir et tout à coup je voyais qu'en fait j'avais un sommeil pourri et j'étais tout à coup fatiguée. Bien sûr. J'ai arrêté. C'est pas possible. Vous avez tout à fait raison. En fait, on a une époque de la mesure. Donc, on mesure tout. On mesure nos pas, les pas qu'on a fait dans la journée. On mesure ce qu'on mange. On a l'orthorexie. On fait attention à ce qu'on mange. Et on a l'orthosomnie. Et vous avez tout à fait raison. L'effet pervers de tous ces outils-là, c'est de ne plus faire confiance à son corps. Par exemple, tout à l'heure, je souriais parce que vous disiez la bague, elle permet de savoir à quelle heure on s'est endormi, à quelle heure on s'est réveillé. Et les gens qui entendraient ça diraient, avant, on n'avait pas besoin
d'une bague pour savoir à quelle heure on allait se coucher, combien de temps on mettait pour s'endormir et à quelle heure on se réveillait. Et en fait, moi, ce qui me gêne un tout petit peu, mais parce que moi, je suis plus sur le versant faire équipe avec notre cerveau, c'est que je pense qu'on a vraiment besoin aussi d'avoir confiance dans ce qu'on fait, de pouvoir maîtriser nous-mêmes un petit peu toutes ces choses-là, y compris la posture. Et donc, avoir des outils connectés et être obsédé par la mesure de notre sommeil, de notre fréquence cardiaque, ça peut avoir l'effet pervers, c'est-à-dire que ça peut générer un stress. C'est un petit peu comme les gens qui vont faire un examen du sommeil et qui n'arrivent pas à dormir au centre du sommeil, tellement ils sont stressés de ce qu'on va leur dire. Et donc, du coup, c'est important de se souvenir qu'on a des moyens naturels. L'activité physique dans la journée, nos postures, notre lit, notre alimentation, ça c'est extrêmement important. On est équipé pour gérer normalement notre sommeil, donc j'ai rien contre les personnes qui vont vers les outils connectés, mais il faut se rappeler qu'on a un cerveau et un corps qui nous permettent aussi de réguler normalement. Voilà, je crois que c'est vraiment une phrase clé, faire équipe avec son cerveau. On vous aura proposé aujourd'hui tout un panel de solutions. À vous de trouver celle qui vous correspond le mieux entre les bruits blancs, les bruits roses, le silence, les surmatelas, la température, l'importance de la journée, la posture, les rituels avant de dormir, les exercices ou les objets connectés. À vous de choisir ce qui vous va le mieux. Merci beaucoup Maxime Chauvineau de nous avoir éclairé sur le sujet. Je rappelle que vous êtes docteur en sciences du sport et que vous travaillez donc actuellement sur l'impact de la pollution sonore sur notre sommeil au sein de l'Observatoire du bruit en Île-de-France. Merci beaucoup Aymeric aussi d'avoir été avec nous. On va vous suivre sur vos réseaux pour tous vos super conseils. C'est toujours un bonheur de vous avoir. Et puis merci de nous avoir suivis quand même ce matin dans Bel et Bien. J'espère que ça vous aura aidé parce qu'on est nombreux à être insomniaques. Merci à Marie, Stan, Elsa et Sylvie de nous avoir éclairés. Moi, je vous retrouve bien sûr toute la semaine sur France 2 à 9h55 pour Bel et Bien ensemble. On retrouve Ali Rébéi sur France Inter, bien sûr aussi. C'est à 10h. Et puis rendez-vous la semaine prochaine pour Bel et Bien l'hebdo. Même heure, même jour, même chaîne. Prenez soin de vous ce week-end. Bisous, bisous.